il y a 7 points qui résument les actions. Ce sont des axes, et encore que on peut dire que parfois il y a des interférences par moment, puisqu'il n'y a pas une séparation étanche de ces secteurs. Et sur ces 7 points, il faut d'abord commencer par bâtir un état de droit. Et pour nous, c'est quelque chose de fondamental. L'état de droit d'abord. L'état de droit. Parce que tout ce que l'on ferait sans respecter la loi, tout ce que l'on ferait véritablement sans l'asseoir sur des bases solides, ça ne peut rien donner. Parce que la loi, ce n'est pas simplement une lettre qu'on voit ou bien un écrit. Derrière la loi, il y a un esprit, il y a une valeur. Et de sorte que bâtir l'état de droit permettra, si vous voulez, de mettre fin à certaines discriminations, permettra d'assurer la cohésion sociale. L'état de droit, ça veut dire que plus personne ne sera injustement emprisonné. C'est une évidence. Oui. Cela veut dire que nous ferons les réformes constitutionnelles, les réformes institutionnelles demandées par tous les Togolais, demandées par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Cela voudrait donc dire que ces institutions, la HAC et la Cour constitutionnelle, nous allons les revoir. Et regardez, quand nous parlons de la Cour constitutionnelle, souvent on voit que l'aspect peut-être politique, ces interventions lors et peut-être des élections, non. La Cour constitutionnelle doit pouvoir garantir suffisamment les droits de l'homme. Et au Bénin, aujourd'hui, c'est ce qui se fait. Que les citoyens soient en mesure de saisir cette cour. En cas de problème. En cas de problème. Et de sorte que cette cour, au-dessus de la mêlée, puisse garantir suffisamment donc ces droits des citoyens. Donc l'état de droit. L'état de droit. Ensuite, nous allons demander de recoudre le tissu social. Et en ce sens qu'aujourd'hui, vous savez, ce qu'on pouvait considérer comme certaines valeurs fondamentales dans notre pays ont été foulées aux pieds. Parmi ces valeurs, par exemple, regardez le travail comme une valeur cardinale dans notre société. Nous le disons et nous insistons sur cette question. Pour nous, c'est quelque chose de primordial. Le Togolais n'est plus travailleur. C'est dire que ce sont ceux qui travaillent davantage, qui sont déterminés, qui sont les plus pauvres. Alors qu'on trouve de petits voyous qui ne travaillent pas, qui vivent sur le dos de l'État, et parce qu'ils passent par des voies détournées, s'enrichissent et donnent le mauvais exemple. Et c'est ce qui compromet le développement même de notre pays, non pas dans l'immédiat simplement, mais pour l'avenir. Lorsque les gens pensent que sans travailler, lorsqu'on pense qu'en contournant les choses, lorsqu'on pense que par des accointances ou des affinités politiques, on peut s'enrichir, quel exemple, quel modèle de développement. Vous voulez parler de la corruption? Oui, ça fait partie de cela. Oui, ça fait partie de cela. Mettre fin à la corruption? Il faut mettre fin à la corruption, assurer l'égalité des citoyens et que les citoyens soient égaux, comme je le disais, et ensuite que les citoyens soient fiers d'être togolais. Donc il y a des valeurs fondamentales qu'il faut réinculquer, donc éduquer la jeunesse et cela permettra donc de recoudre ce tissu social. Bien. Vous savez, on peut y insérer également ces questions, si vous voulez, de réconciliation nationale. Et la réconciliation ne peut se faire que parce que les Togolais se sentiront égaux. Parce que l'ethnie ne sera pas un critère de prise de décision. C'est parce que l'appartenance politique ne sera pas un critère, si vous voulez, de prise de décision ou bien d'accès à l'emploi. Il faudrait pouvoir mettre fin à tout cela, de sorte que tout Togolais se sente avant tout, d'abord Togolais et libre de toutes ses opinions. Merci, professeur. Excusez-moi, je rappelle donc que c'est vous qui êtes notre invité aujourd'hui, professeur Olu. Vous êtes l'un des porte-parole du candidat de CAP 2015. CAP 2015, vous rappelez quels sont les partis qui font partie de CAP 2015 rapidement à la population? Oui, et vous savez, nous avons d'abord l'ANC, nous avons le PSR, nous avons Santé du Peuple, nous avons l'UDS, et nous avons la CDPA, et au départ, nous étions avec PDP de Kagbara. Et quand bien même Kagbara a voulu se retirer, je crois que ces militants ne sont pas d'avis avec lui, de sorte que même ces militants ou tout moins ces cadres sont toujours avec nous. Il y a des partis qui ne font pas partie du CAP, mais qui soutiennent le candidat. C'est le cas du cercle des leaders émergents clés de maître Anina Yakoubou. Qui a appelé à voter CAP 2015, CAP absolument. 2015, oui. Effectivement, nous étions ensemble, même au meeting ce soir. Voilà, donc tous les militants de ces partis ils sont donc intéressés par l'émission que nous faisons en ce moment. Parce que... Pas seulement eux,
Et même nous sommes persuadés que nous ratissons large, au-delà même au-delà de ces même, partis que nous avons cités. Oui. Et nous ratissons même au niveau de UNIR, parce que les militants de UNIR aujourd'hui veulent véritablement qu'on les débarrasse de ce système qui les broie, de ce système véritablement contre-productif, de sorte que nous ne nous contentons pas de cela et pour nous c'est une ouverture totale. Bien, voilà, donc nous sommes avec vous, professeur Wolo. Vous allez donc continuer de nous parler du projet de société de CAP 2015 et de l'intérêt que les militants auront, vos militants et ceux qui ne sont pas vos militants, mais qui ont la sensibilité CAP 2015 vont vouloir ce qu'ils veulent, ils attendent de vous. Tout à l'heure, ils vont pouvoir appeler sur le 22 21 80 99 et vous poser leurs questions. Mais avant cela, on continue à décliner le programme, à rappeler ce que vous allez faire si vous êtes élu, si votre candidat est élu samedi prochain. Voilà, nous avons parlé également de la sécurité des personnes et des biens. Oui, c'est une question fondamentale pour nous aussi. Il faut que nos forces de sécurité soient en mesure d'assurer convenablement cette sécurité et qu'ils soient suffisamment équipés. Et que les forces armées ou les forces de sécurité ne soient pas instrumentalisées pour plutôt faire subir des mauvais traitements aux populations. Donc pour cela, il faut leur inculquer de réelles valeurs. Et il faut qu'ils soient suffisamment équipés également. Vous voyez le triste événement de l'incendie des marchés et où nos sapeurs-pompiers n'ont pas été en mesure d'éteindre ces incendies. Cela veut dire qu'ils étaient très mal équipés, et ce qui n'honore pas notre pays. Et non seulement qu'il faudrait qu'ils fassent bien leur travail, mais il faudrait leur créer aussi de bonnes conditions de travail. Et leur rémunération doit pouvoir, comme l'ensemble des travailleurs togolais également, doit leur permettre de mener une vie décente. Et nous nous engageons véritablement à faire tout cela. Et c'est parce qu'ils seront bien encadrés, bien formés et imprégnés des valeurs républicaines qui pourront bien faire leur mission. Nous y attellerons. Ensuite, nous avons parlé de construire une économie dynamique et durablement prospère. Voilà, vous savez que nous sommes un pays pauvre, justement l'économie est importante. Alors donc, quelle sera cette économie que CAP 2015 va construire pour notre pays au cas où elle est élue? Vous savez, cette question de l'économie est en rapport aussi avec l'aspect de l'emploi. Et donc, l'économie permettra la création des richesses et au même moment qu'il permet de résorber ce problème du chômage. Et au niveau de l'économie, nous avons plusieurs axes que nous considérons comme essentiels, déterminants. D'abord, le secteur agricole, parce que fondamentalement, c'est un secteur qui peut durablement produire. Et si nous produisons durablement, nous pensons qu'il y aura moins d'aléas. Donc, il ne faut pas soumettre notre agriculture toujours à ces aléas climatiques, pouvoir créer des points d'eau suffisants qui permettent des productions en toute saison. Et nous avons surtout vu par le passé des filières qui ont connu à un moment donné, si vous voulez, un semblant de développement avant des régressions assez déplorables. Le secteur du cacao, le café et le coton. Et vous avez vu notre Sotoko qui, malheureusement, aujourd'hui a déçu, parce qu'il a déçu effectivement, les paysans n'ont plus confiance en ces productions, alors que lorsqu'on produit, et cela nous permet exporter et aussi de faire entrer des devises dans notre pays. Et vous regardez sur le plan des produits vivriers, et un exemple aussi qui marque beaucoup, le Togo importe suffisamment de riz, alors que nous pourrions développer suffisamment ces cultures dans notre pays. Le Togo importe du riz, mais exporte du maïs. Oui, mais cela ne suffit pas, parce que nous exportons du maïs dans une certaine quantité raisonnable, mais le riz que nous importons nous coûte énormément. Ça coûte énormément. Des sorties de devises. Ce sont des sorties de devises. Oui. Ça coûte énormément. On peut en produire suffisamment. Et vous voyez, il arrive même que le Togo parfois importe des légumes du Burkina, ce qui ne se comprend pas. Oui. Ce qui ne se comprend pas. Alors que si nous essayons de rendre ces cultures chez nous effectives, d'abord, cela nous permet dans les zones rurales de stabiliser donc la jeunesse. La jeunesse ne se déplacera pas pour venir encombrer les villes si localement ils parviennent à subvenir à leurs besoins comme il se doit. Donc ce secteur agricole nous paraît un secteur très vital, un secteur que nous pourrons développer suffisamment. C'est pour cela qu'il est prévu, je crois, pour les 5 ans, 1000 milliards
de francs CFA. Cela voudrait dire à raison de 200 milliards par an, donc dans ce secteur agricole, qui permettrait de mécaniser cette agriculture. Ce faisant, on rendra l'agriculture moins pénible. Est-ce que dans le programme de Jean-Pierre Favre, il est prévu des lycées agricoles? Oui, cela a été prévu et je crois que des modèles, des centres pionniers par le passé, cela a été prévu dans le cadre. Dans les années 60, jeunesse pionnière agricole. Effectivement, c'est vrai que nous n'avons pas vécu ces situations, mais on l'a quand même plus ou moins rapporté. Donc, on va s'inspirer de cette expérience. C'est avec Israël. Oui, c'est vrai. Et aussi les pays qui aujourd'hui ont davantage réussi dans ce domaine, on fera des échanges d'expériences de sorte à pouvoir les réaliser. Vous l'avez dit, tous les jeunes n'ont pas nécessairement besoin d'aller dans les universités. Avec des lycées agricoles, ils seront certainement plus performants également dans ces domaines. Donc, quand nous sortons donc du domaine de l'agriculture, on pourra parler, si vous voulez, de l'industrie. Et aujourd'hui, vous savez, il y a très peu d'industrie dans notre pays et surtout l'extraction des minerais aussi qui est une question qui se fait dans une opacité totale. Le phosphate le qui fer, plutôt appauvrit, si vous voulez, les milieux. On ne voit pas comment ou bien à quelle hauteur ces ressources contribuent de manière, disons, au budget de l'État. Il y a une sorte d'opacité et donc il faudrait vraiment faire la lumière sur ces questions. Une meilleure gestion. Et pouvoir également, ça associe l'industrie et l'agriculture, pouvoir transformer aussi un certain nombre de choses. Vous voyez ces questions de fruits que nous produisons pendant certaines saisons, ces fruits sont abondants et par la suite... Parlez de la tomate. La tomate par exemple, la mangue. La mangue aussi, oui. Et il faut se dire que tous les moyens sont bons pour créer des emplois et créer des richesses. Et il faut pour cette raison encourager les petites entreprises, encourager ceux qui ont des initiatives dans ce domaine, de sorte à pouvoir les accompagner et que l'auto-emploi aussi se développe. Si je vous comprends bien, donc le Togo est un pays qui a des potentialités sur le plan agricole. Énormes. Et qui peuvent nous permettre de nous en sortir. Bien évidemment. Seulement, c'est qu'on n'a pas fait preuve de volonté politique, on n'a pas fait preuve d'imagination. Il n'y a pas eu cette volonté politique et les solutions souvent adoptées ne sont pas à la hauteur des attentes. Et je donne souvent cette comparaison. Lorsque vous avez un mal, vous savez, on administre un médicament à des doses données. Mais lorsque vous ne respectez pas les doses, et plutôt vous voyez que il y a une sorte de résistance, de sorte que le médicament devient donc inefficace. Donc c'est la situation à laquelle nous avons assisté jusque-là et il faudrait donc y remédier. Oui, professeur, vous voulez continuer? Oui, je veux dire, on ne peut pas parler là en un mot simplement, on ne peut pas parler de l'économie réelle sans parler du transport. Tout à fait, et je crois qu'il faudrait aussi développer ces réseaux routiers et de manière durable, de sorte que ce soit des routes très bien faites. Et pour l'instant, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas suffisamment donc un réseau routier qui puisse permettre un développement assez rapide et harmonieux. Et voilà, donc je crois que c'était le 4e point. Nous avons parlé aussi d'une politique sociale et culturelle volontariste. Quand on parle de politique sociale, aujourd'hui, vous connaissez, nous vivons, nos hôpitaux sont dégarnis, nos hôpitaux sont vides. Nous avons les problèmes de personnel. Et lorsqu'il y a ce personnel n'a pas de quoi travailler. Il n'y a pas de soins d'urgence. Il n'y a rien. Il y a des exemples que nous avons vécus, des gens qui sont mordus par un serpent, qui doivent parcourir, si vous voulez, parfois des dizaines de kilomètres. Ils arrivent dans des centres où il n'y a même pas de produits. Alors que nous savons que le venin, passé un temps, ça devient dangereux. Il faut régler ce problème. Les grèves à répétition dans le secteur de la santé, il faut pouvoir de l'éducation. Il faut discuter avec eux, proposer des choses raisonnables et éviter des dépenses inutiles pour qu'on puisse faire face donc à ces besoins. Sur ce point précis qui fait partie de l'actualité, si CAP 2015 est élu samedi, ça veut dire que vous allez immédiatement vous atteler à ça, essayer de trouver une solution pour mettre fin à ces grèves-là. Bien évidemment. Nous allons discuter avec eux. Nous allons assez rapidement faire l'audit de la situation. Et nous savons que nous pouvons dégager des fonds essentiels. Vous savez, si nos travailleurs sont bien payés, convenablement payés, mais ils n'iront pas dépenser leurs sous à l'étranger. Ils dépenseront leurs sous sur le territoire d'abord national. Et le commerçant du quartier se sentira plus à l'aise.
Et ils feront davantage de réalisations. Donc cela permet de rendre l'économie beaucoup plus viable. Aujourd'hui, on nous dit, écoutez, il y a un certain pourcentage qu'on ne peut pas dépasser dans le cadre des salaires. D'accord. Et ce pourcentage est presque à la limite, tel que le gouvernement nous présente les choses aujourd'hui. Ils ont raison. Et ils le présentent ainsi pour la simple raison qu'il y a une partie du budget qui est occulte. Parce que si on prend en compte l'ensemble des recettes de l'État, nous sommes persuadés qu'on peut encore augmenter les salaires, sensiblement les salaires, sans dépasser les normes prévues par... On parle de critères de convergence de l'UEMOA et 35%, des choses comme ça. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il semble que les 280 points réclamés par ces corps, si c'était acquis, si c'était fait, ça coûterait quelques 20 milliards de francs par mois. Je ne sais pas si les chiffres sont exacts. Et ça m'étonnerait que ce soit 20 milliards par mois. Ça m'étonnerait que ce soit 20 milliards par mois. Et même si c'est le cas, je crois que les détournements réguliers fréquents qui se font dans notre pays et qui sont de notoriété publique, il suffit d'y mettre fin. Et vous savez, quand on produit dans un État, il faut partager équitablement. Et c'est parce que ceux qui souffrent et qui travaillent ne sont pas ceux qui bénéficient des produits, disons, des richesses de la nation. Et c'est ce qui entraîne, si vous voulez, ces sentiments de frustration. Nous allons nous y atteler. Bien, nous sommes avec le porte-parole du candidat de CAP 2015, le professeur Wolou, qui est avec nous. Et vous pouvez déjà, à partir de 20h30, commencer à composer le 22 21 80 99. Et également notre numéro de portable qui est le 92 02 80 63. Professeur Wolou, le candidat Jean-Pierre Fabre a sorti un ouvrage qui résume un peu sa campagne et son projet pour le Togo. C'est titré « Mes engagements pour le Togo ». Il y a une place qui est réservée à la jeunesse. Une autre place est également réservée à la femme. Alors, pour la jeunesse, professeur, pouvez-vous nous rappeler ce que sont les projets de CAP 2015 pour la jeunesse au Togo? Vous savez que cette jeunesse, elle est abondante, elle occupe un grand pourcentage dans la population et cette jeunesse, elle fait partie également de ceux qui vous accompagnent lors de vos caravanes, de vos déplacements. Elle est intense, cette jeunesse, elle est abondante. Alors, qu'est-ce que vous leur réservez? Voilà. Et il faut le dire clairement, un jeune qui n'est pas bien formé, c'est, vous voulez, l'avenir de la nation même qui est hypothéqué. Et un jeune qui est aussi bien formé et qui ne trouve pas d'emploi, c'est également un malheur. Donc c'est un drame. Et un jeune qui peut-être a une compétence technique et qui n'a pas des valeurs qui lui sont bien inculquées, c'est également un danger pour nous tous. Oui. Donc en partant de cela, vous comprenez les trois articulations essentielles. Et donc la jeunesse, c'est la question de l'emploi. La jeunesse, c'est pour nous essentiellement la question également de l'éducation. Si nous prenons donc cette question de l'emploi, nous l'avons vu ici par rapport aux exemples que j'avais déjà donnés, vous verrez qu'on peut suffisamment créer des emplois, de sorte que nos jeunes aujourd'hui qui sont ces conducteurs de demi-temps, qu'on puisse les reconvertir à des activités beaucoup plus rentables, à des activités beaucoup moins pénibles. Donc, il faut le faire avec une réelle détermination. Et comme nous le disons, il ne suffit pas nécessairement d'attendre de l'extérieur de l'aide, mais pouvoir nous réorganiser d'abord sur le plan interne. Et il y a cette préoccupation qui nous paraît fondamentale. Et lorsque nous aurons réglé ces questions de chômage, autant que faire se peut diminuer de manière drastique ces situations de chômage. Et il ne s'agit pas non plus de trouver simplement un emploi, mais que ce soit un emploi décent, comme on le dit. Aujourd'hui, il y a une situation de sous-emploi qui est évidente. Quelqu'un qui conduit déjà un étudiant avec des rémunérations faibles, c'est comme s'il avait un travail. Je ne crois pas que ce soit et que c'est de cela que nous avons besoin. Non. Il faut qu'on s'y attelle sérieusement et nous leur disons, nous le ferons avec eux. Ceux qui auront de réelles initiatives également, nous les encouragerons à l'auto-emploi. Et ce ne seraient pas des affectations politiques, parce qu'aujourd'hui, c'est ce à quoi on assiste, des sélections qui sont faites sur la base même de ceux-là qui sont affiliés politiquement, vous êtes pour des campagnes, etc. Ce n'est pas une bonne chose. Professeur Wolou, merci beaucoup. Maintenant, imaginons que le candidat de CAP 2015 soit élu. Et par rapport à la jeunesse, vous savez qu'actuellement, avec le régime actuel, il y a certains projets qui sont là. On parle de Provonat, maintenant c'est NVT. On parle
de la NPDE, etc. On parle de FAEJ. Est-ce que ce sont des projets que CAP 2015 pourrait poursuivre si CAP 2015 est élu? Pour certains de ces projets, nous avons l'impression d'une sorte de double emploi. Et ce qui parfois est inefficace avec ces systèmes de double emploi, où on ne voit pas une certaine lisibilité entre ces différents projets qui sont mis en œuvre. Et vous savez, il y a une certaine politique également avec ce provenance qui doit être réétudiée, auditée, parce que cela ne doit pas aboutir à des sous-emplois où les gens sont sous-rémunérés. Et on est dans des situations dans lesquelles parfois les entreprises qui auraient pu recruter des travailleurs comme il se doit, on leur envoie des personnes et qui sont sous-payées. Et on ne trouve pas en contrepartie ce qu'on donne, en quelque sorte. Il faut repenser tous ces éléments. Il faut les repenser. Ces structures qui sont là pour l'instant. C'est ça. Si CAP 2015 était élu. Voilà. Professeur, il est maintenant 20h32. Nous avons en ligne, je crois, un auditeur. Vous allez mettre votre casque, professeur, et donc recevoir la question. Allez, bonsoir, monsieur. Il n'est pas là. Bien, alors, on poursuit toujours. Nous avons parlé de la jeunesse. Hello? Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Monsieur Jean-Paul? Oui. Alors, bonsoir, merci. Professeur. Merci d'avoir appelé. Monsieur Jean-Paul. Et s'il vous plaît, professeur, et nous avions bien suivi et nous sommes très contents de vos explications. Merci Mais beaucoup. moi, ma préoccupation, c'est la sécurisation du vote. Vous savez, c'est ça la dernière chose que nous voulons. Parce que, vous savez, présentement, il y a des gens qui essayent d'acheter les cartes d'électeurs et ils seront aussi dans les centres de vote. Et samedi, est-ce que vous avez pris les dispositions? Parce que nous avions peur là, franchement, pas là, moi particulièrement. Est-ce que vous avez pris vraiment les dispositions pour sécuriser les résultats et que les vrais résultats soient proclamés par le président de la CENI? Merci. D'accord. Notre ami demande si vous avez pris toutes les dispositions pour sécuriser les votes. Vous voulez répondre en même temps? Oui, on peut répondre en disant qu'à notre niveau, nous avons pris les dispositions, mais nous disons également qu'il doit s'agir d'une vigilance collective. Parce que, rappelez-vous, nous disons bien évidemment que l'élément essentiel doit être les procès-verbaux. D'abord, ceux de nos représentants qui sont dans les bureaux de vote doivent d'abord faire preuve de vigilance. Et ensuite, une fois que cette vigilance est faite au moment du vote, il faudrait qu'ils soient là pour le dépouillement. Et lorsque les choses seront dépouillées, les procès-verbaux qui seront retenus, nous avons mis en place un mécanisme nous permettant de les compiler. Mais le transport des urnes doit se faire également dans des conditions de transparence. Ceux d'entre nous qui sont en mesure de suivre ce transport, ils doivent le faire également. Et c'est pour cette raison que nous disons à nos militants, il ne suffit pas de voter et ensuite d'aller dormir. C'est une responsabilité collective. Au-delà ou en dehors de ce que nous avons particulièrement responsabilité, chaque électeur, chaque citoyen doit se sentir concerné par la sécurisation des urnes, de sorte qu'au dépouillement et même relativement aux affichages des résultats ou au transport des urnes, que ça se fasse dans des conditions de sécurité. Et si chacun se dit « Ah, j'ai voté, je m'engage également à suivre cela », je crois que ça deviendra une préoccupation générale. Il y a consensus maintenant sur le système Success? Non, pas du tout. Et nous l'avons dit, nous le réitérons, nous demeurons totalement dans la légalité et nous ne sommes pas d'accord avec ce système. Nous y reviendrons, professeur. Il y a un auditeur en ligne, monsieur Gervakos. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Je salue mon professeur. Merci beaucoup, cher ami. Moi, je veux mettre le point sur le travail des observateurs. Il faut que vous vérifiez bien le travail des observateurs. Ça me tient à cœur, parce qu'eux aussi, dans les rapports qui avantagent le parti au pouvoir. Et en plus, quelle forme des bulletins la forme des bulletins qui seront les bulletins nuls. Parce que, comment on peut annuler un bulletin? Il faut bien expliquer ça à votre délégué. Il doit combattre, ou bien il doit discuter sur l'annulation du bulletin avant que ça soit nul. Professeur, nous allons essayer donc. Parce que, il faut voir la position. La position de l'empreinte. Comment faire pour éviter les bulletins nuls, c'est cela? Voilà.
Bien, alors notez ça, professeur. On va prendre d'autres appels s'il y en a. Hello. Oui, allô. Oui, monsieur Moïse. Oui, monsieur Bouba. Oui, allez-y. Bon, tout juste pour féliciter CAF 2015 et dire à nos compatriotes qui prennent les 2 000 francs pour voter contre l'aspiration du feu, l'aspiration du changement. Et ceux qui vendent le Togo avec 2 000, nous voulons les interpeller à cesser cela, à voter pour que le Togo soit libre. Et je veux poser une question au professeur. Est-ce qu'ils ont pris la disposition de sécuriser nos votes pour que le meilleur soit proclamé? Sécurisation du vote. Et nous continuons avec monsieur Bernard. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bernard. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur Bernard. Vraiment, toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Vraiment, cette année, je dirais, vers le nord jusqu'au sud, je vous dis tout d'abord mes éloges à mon professeur. Merci beaucoup. Cette année, personne ne peut même pas nous dire cette année que vers le nord, que c'est l'unique qui a fait ceci. Bernard, oui. Posez la question s'il vous plaît. Oh, monsieur le professeur. Oui. Tout d'abord, j'aimerais savoir les conditions que vous avez prises pour pouvoir nous ramener nos PV du nord. Ça me semble très important. Du nord jusqu'à Tapamé. Ça me semble important. Je sais que nous, on a déjà... Merci Bernard, c'est compris. Monsieur Serge maintenant est là. Oui, allô? Allô? Ok, j'aimerais vous remercier et puis encourager le professeur. Il y a une préoccupation qui me taraude l'esprit. Je vais lui poser la question de savoir si les dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas de ruée vers le pouvoir. Parce qu'il y a des personnes qui se sont battues durant des années, d'accord, contre le pouvoir qui est en place. Est-ce qu'une fois la victoire dans leur camp, il n'y aura pas un certain nombre de personnes qui vont courir vers le pouvoir et de façon incontrôlée? Voilà, merci beaucoup. Il a été mon professeur et je le sais. Merci beaucoup. Monsieur Serge, alors le professeur est tout heureux de vous avoir à l'écoute. Oui. Nous sommes donc dans cette émission spéciale, dernier jour de la campagne, avec le professeur Olou de CAP 2015 et Joachim Agboutim. Bonsoir. Bonsoir DP. Vous êtes... oui, je viens de prendre le train en marche, en studio. Oui. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous le professeur Olou de CAP 2015 qui nous a fait un peu un briefing concernant le déroulement de la campagne. Et maintenant, par rapport au projet de société, il en a parlé un tout petit peu aussi. Et maintenant, nous sommes avec les auditeurs qui ont commencé à appeler essentiellement pour parler de la sécurité. Sécurisation du vote, je pense que ça paraît très important. Surtout cela. Et le fait de ramener, sauf les procès-verbaux du Grand Nord jusqu'à Tapamé. Kanidek est en ligne. Oui. Kanidek, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, tout d'abord, je tiens à féliciter Radio Victoire FM. Merci. Et quant à ce que la manière dont vous avez organisé les débats sur la campagne électorale. Merci beaucoup. Bon, à M. Olou particulièrement, je lui jette des fleurs. Merci. Mais ma préoccupation, je crains pour les membres de l'opposition dans le bureau de vote. Comment comptez-vous assurer leur sécurité au moment où il allait suivre les jeunes jusqu'au point de chute? D'accord. Ok. Monsieur Akos est en ligne. Oui, c'était pour vous remercier pour l'émission. Merci. Oui, et puis soulever une inquiétude qui est à mon niveau. J'aimerais savoir si vous avez pris toutes les dispositions pour savoir le pourquoi le parti au pouvoir aussi a formé ses membres après avoir reçu une formation de la CENI, quoi. Et à mon avis, j'ai l'impression qu'il y a tout un arsenal de fraude qui est en train de se produire là. Un arsenal de fraude. Oui, bon. Vous en êtes certain?
Oui, je ne comprends pas pourquoi il y a une sorte de formation. Après la CENI, il y a le NIR aussi qui va former ses membres pour la seule opération de truc là. Je ne comprends pas. Hein. Ça vous inquiète, le professeur va vous répondre tout à l'heure. Monsieur John, vous êtes en ligne. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, monsieur John. Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir, monsieur John. J'appelle simplement pour vous encourager. Merci pour les efforts que vous faites dans la lutte pour la démocratisation au Togo. Merci beaucoup. Et grâce à Dieu, la victoire sera notre. Merci. Merci, c'est tout. Donc, juste une exhortation. Merci beaucoup, monsieur John. Donc, professeur, vous allez... Voilà, je crois que l'essentiel des préoccupations... Il y a encore un appel, là. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est William. Monsieur William. Bonjour, professeur. Bonjour. Oui, vous m'avez émerveillé hier, je vous en félicite. Merci beaucoup. Ma question est la suivante. Oui. Concernant les défis. Professeur, oui. Toute franchise, vous ne parlez pas trop pour les indécis. Oui. Et il y a deux catégories. Ceux qui doutent encore et ceux qui ne veulent pas, c'est-à-dire qui veulent boycotter. Il faut envoyer un message pour donner un déclic pour ces gens-là. Ce message-là, ces gens, quand nous avons encore discuté entre amis aujourd'hui, jusqu'à présent, il y a ces incertitudes. Il faut lancer un message pour le... Monsieur William, les indécis, c'est votre préoccupation. Vous avez noté ça, professeur. Oui. Monsieur Bozambo. Bonjour. Vous êtes en ligne. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Votre préoccupation? Et quelle est votre préoccupation? Vous m'entendez? Bozambo? Il n'est pas avec nous, peut-être son poste récepteur ne serait pas. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, vous êtes le dernier appelant. C'est monsieur? Isidore, oui. Oui, alors moi je voudrais juste leur dire de tout faire pour que les bulletins ne soient pas annulés abusivement. Bulletin nul abusif. Merci Isidore. Alors, Joachim, vous avez vu, il y a toujours beaucoup d'appels. Ah oui, par rapport, ils sont très nombreux à vouloir se manifester, surtout soit à poser des questions pour eux, ou carrément lui jeter des fleurs par rapport au débat public fait hier. C'est vrai que... Voilà, donc on a remarqué que la plupart des questions concernent la sécurisation du vote. De manière globale. Oui. Je crois que leur inquiétude est très justifiée. Il y a eu l'histoire qui raconte ce qui s'est passé les autres fois. Oui. Voilà, par le passé, je crois que leur inquiétude se trouve entièrement justifiée. Parce que, et surtout quand ils ont parlé du nord du pays, et non seulement d'abord dans les bureaux de vote, ils parviennent à avoir des procès-verbaux falsifiés, en ce sens avec la complicité des membres des bureaux de vote. Ce sont des réalités. Et cette fois-ci, disons que nous avons fait un sérieux travail de sensibilisation et d'éducation. Vous savez, c'est qu'il y a une question de mœurs qui a été corrompue dans notre pays. Comme je vous le disais, on pense qu'avec l'argent, on peut tout acheter. Et c'est ce qui a été souvent fait dans le nord du pays. Parce qu'on a maintenu les gens dans la misère pendant longtemps. Et si le jour du vote, on vient leur tendre 10 000 francs, ils peuvent tout à l'heure tronquer, si vous voulez, les procès verbaux. Et je crois que de ce point de vue, un sérieux travail de sensibilisation a été fait. Et aujourd'hui, beaucoup de ces jeunes aussi ont compris la nécessité d'un changement. Parce que ceux qui leur faisaient ces promesses le font et ne reviennent que pour les élections, alors que eux, leur souffrance est quotidienne. Finalement, ils s'en sont rendus compte. Et je crois que ce travail d'éducation, de sensibilisation a permis bien évidemment permettra de limiter ces situations. Et on ne peut pas dire qu'on va les supprimer à 100%, mais nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, cela a été suffisamment réduit. Un autre aspect aussi, c'est que parfois,
Et ces membres des bureaux de vote, parce qu'on n'avait pas suffisamment de moyens, et le temps qu'ils sortent pour chercher à se restaurer, à faire ceci, tout pouvait se faire. Et on a pris les dispositions également pour que ces personnes puissent rester dans les bureaux de vote, pouvoir se nourrir sans sortir, de sorte que le contrôle se fasse de manière permanente. Et nous avons, en plus des membres des bureaux de vote, nos délégués qui seront également donc, dans cette bureau de vote avec leur mandat. Et sur cette base, nous allons... Est-ce que ces mandats ont été déjà réceptionnés, puisque le récépissé, c'est la CELI ou les CELI qui doivent les délivrer? Oui, je crois qu'aux dernières nouvelles, tous ne l'ont pas encore, mais je crois que nous allons quand même vérifier ça pour demain. Et il faut dans tous les cas, au plus tard demain, que tous aient leur mandat. Mais est-ce qu'entre-temps, vous aviez respecté les 10 jours requis par le code électoral? Oui, 10 jours à signaler les personnes qui devraient du moins vous remplacer et représenter dans les bureaux de vote. Les listes ont été introduites, mais vous savez, la pratique dans le pays, depuis les élections dernières également toujours, les 10 jours généralement n'ont pas été respectés. Ne sont pas généralement respectés. L'essentiel, c'est de pouvoir donner pour que la CNI puisse signer avant le jour des élections. C'est ce qui s'est passé toujours par le passé. Il y a M. Gervakos qui s'intéresse à la question des observateurs. Est-ce qu'ils sont aussi importants dans le processus? Oui, les observateurs sont importants. Et vous savez, par le passé, ces observateurs arrivaient peut-être 2 jours avant les élections et se contentaient de dire que les choses se sont globalement bien passées, et ce qui n'est pas encourageant. Mais aujourd'hui, on peut constater tout au moins d'abord qu'avec l'OIF qui sont arrivés, on a revu d'abord le fichier, ce qui était déjà une bonne chose. Et leur présence aussi par moment a pu dissuader par rapport aux violences. Parce que souvent, nos convois étaient victimes de violences. Aujourd'hui, on constate que tout cela est limité. Et ce on doit exiger, c'est que ces observatoires soient très fréquents, présents plutôt sur le territoire durant le jour des élections, durant le jour du vote, durant les votes et même durant les dépouillements. De sorte à éviter, si vous voulez, ces situations de substitution de procès-verbaux, bien qu'on vienne, alors qu'on est en plein dépouillement, que les forces de sécurité arrivent et débarquent et plutôt renvoient les personnes. Je crois que ces risques sont plus ou moins aujourd'hui limités. Et ce travail d'éducation, de sensibilisation devrait permettre de faire face à ces situations. Oui. Voilà. Professeur Oulou, vous êtes dans les dernières heures de la campagne. Oui. C'est le moment pour vous donc de vous adresser, disons, les yeux dans les yeux, même si vous ne les voyez pas, les yeux dans les yeux aux militants de l'ANC, aux militants du PSR, aux militants de tous les partis qui composent CAP 2015. Et de leur dire ce qu'ils doivent faire samedi. Voilà. Oui. Il y a plusieurs préoccupations d'abord. Et pour nos militants, ceux qui étaient avec nous depuis, le problème se pose avec moins d'acuité. Étant donné que nous avons beaucoup sensibilisé déjà, nous avons discuté, ils sont déterminés, ils iront voter. Et à eux, simplement, je dirais que de faire attention pour éviter les bulletins nuls, comme cela a été dit. Tout faire, effectivement, tout faire pour éviter des bulletins nuls. En ce sens qu'il faudrait nécessairement se servir d'un doigt, un seul doigt, l'index, de le mettre sur notre candidat ou sur le logo du CAP, tout faire pour ne plus tâcher d'autres endroits. On doit se nettoyer. On doit se nettoyer convenablement le doigt et plier donc le bulletin dans le sens de la longueur, de la longueur, de sorte à ne rien tâcher. Et il y aura moins de risques de nullité également, étant donné que dans le temps, et si l'encre était sur la photo, on invalidait. Aujourd'hui, on ne peut plus invalider. On peut mettre sur le logo, on peut mettre sur la photo, ou on peut mettre sur la partie blanche, donc le cadre réservé. Donc, il y aurait, nous l'espérons tout au moins, moins de bulletins invalidés. Nuls. Mais ce qui nous paraît plus déterminant, et ce à qui nous voulons parler aujourd'hui, ce sont les indécis. Il y a des indécis de deux sortes. Il y a les indécis qui pensent que tout est perdu. Hier déjà, j'ai eu à le dire, et en attirant leur attention, en disant que rien n'est perdu. La victoire est à notre portée.
ceux qui sont allés sur le terrain l'ont dit. Il n'y a jamais eu peut-être autant de mobilisation, autant de détermination de la population que celle à laquelle nous assistons aujourd'hui. Et je crois que le camp, ou bien la peur véritablement est dans le camp adverse. Leurs mécanismes mis en place, ils se rendent compte que ces mécanismes peuvent être totalement, et on peut faire échec à ces mécanismes. Donc, à nous de redoubler d'efforts, de penser que absolument rien n'est perdu, de sorte que chacun d'entre nous aille voter. Donc, de bonne foi, certains pensent que c'est perdu. À eux, je dis absolument rien n'est perdu. Mais d'autres qui ont voulu qu'on boycotte, je leur ai dit, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Pas du tout. Et je me pose une question essentielle, fondamentale. Ceux qui continuent cette démarche jusqu'à présent, c'est pour qu'on puisse dire que finalement les choses se sont mal passées, ils ont gagné, ou bien ont-ils intérêt véritablement à ce que ce soit le Togo qui gagne? Maintenant qu'ils ont demandé que les élections n'aient pas lieu, finalement les élections auront lieu. Faut-il que ces élections échouent, que nous échouons tous, ou plutôt de dire, écoutez, si on peut gagner malgré tout, que Dieu soit loué. Et donc, c'est ce que je veux leur dire. Et j'ai attendu de ces dirigeants. J'ai eu à les supplier même indirectement pour qu'ils prennent position. Mais je crois que dans quelques heures, ils ne pourront plus prendre position. Mais je voudrais, dans ces conditions, m'adresser directement à leurs militants. Vous voulez dire à certains partis de l'opposition? De l'opposition. Oui. Donc, je voudrais alors m'adresser directement à leurs militants. Ne suivez pas du tout les consignes de vos responsables. Parce que vos responsables ou ceux qui ont préconisé ce boycott se sont lourdement trompés. S'il était possible que tous nous boycottions ces élections et que ces élections n'aient pas lieu, nous l'aurions boycotté. Or, si nous boycottons les élections, même un seul candidat fort qui se présenterait, on nous dira que les élections ont eu lieu et il resterait pour 5 ans. Est-ce que c'est la solution qu'ils veulent pour leur pays? Est-ce qu'ils veulent qu'on capitule véritablement sans combattre? Et je leur dis non, nous avons pris la bonne solution parce que nous sommes persuadés qu'avec une détermination totale, une mobilisation totale, nous pourrions gagner. Rien, absolument rien n'est perdu. Que chacun fasse son devoir. Il ne faudrait pas qu'ils aient à regretter en disant « Ah, écoutez, si on savait, on irait voter. » Ce serait trop tard. Donc, je leur demande de tout faire pour aller voter. Et une fois qu'ils auront voté, il faut qu'ensuite nous assurons la sécurité donc du vote. Ah oui. Voilà. Et je sais, c'est une préoccupation qui a été fondamentalement exprimée. Oui. Et c'est un devoir aussi collectif. Comme bien même nous avons déjà responsabilisé des gens pour ça. Et ensemble, nous devons également y veiller. Et je crois, et les forces de sécurité aujourd'hui, et ça m'étonnerait qu'ils se mettent encore à frapper les uns ou à frapper donc les citoyens parce qu'ils veulent participer au dépouillement. Voilà. Bien, nous sommes toujours avec le professeur Wolo. Bientôt la fin de cette émission. Oui. William disait tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'indécis, des gens qui sont toujours incertains. Qu'avez-vous à leur dire? Sinon, ils sont tirés de gauche à droite. Oui. Il a répondu tout à l'heure. Il a un peu répondu. Ils sont de deux sortes, vous dire. Oui, j'ai dit qu'ils sont de deux sortes. Ceux-là qui, bien évidemment, de bonne foi, pensent que tout est perdu. Rien n'est perdu. Ayons encore le courage. Et quand on aura pensé que tout est perdu, véritablement en ce moment on a tout perdu. Mais quand on sait qu'on n'a rien perdu et qu'il faut continuer à lutter, et nous lutterons. Et je crois que tant que nous aurons un petit souffle en nous, il faut continuer de croire. Et pour que le mal triomphe, il suffit d'abdiquer. Et en n'allant pas voter, c'est que l'on a abdiqué. Nous n'avons pas le droit d'abdiquer. Voilà. Ah oui, là, pour clôturer en toute beauté, monsieur le directeur du programme, si vous le permettez, monsieur Jean-Pierre Fabre a été totalement, je ne sais pas comment il faut le dire, accueilli par une foule inestimable, une marée humaine, véritablement un océan d'hommes et de femmes vêtus en jaune, en rose et bien d'autres en blanc, beaucoup de couleurs cet après-midi du côté du stade municipal. Et c'était véritablement inouï. En tout cas, c'est inexplicable. Mais professeur, vous-même, vous avez été ahuri par cette foule que vous avez vue cet après-midi. Bien évidemment, je le disais au début de l'émission, c'est vraiment une mobilisation sans précédent. Mais nous avons dit, rappelez-vous ce qui s'est passé à Sokodé également.
et ce qui s'est passé à Palimé. C'est devenu un mouvement national. La mobilisation, elle est là et les militants le savent. La population togolaise le sait. Alors tout ce qu'on vous demande, tout ce que la population vous demande, c'est peut-être de sécuriser le vote et donc après de pouvoir prétendre à la victoire. Juste une dernière question au professeur. Donc, CAP 2015 est élu, je suppose, samedi. Alors, votre premier acte sera quoi? Vous savez, il faudrait d'abord être reconnaissant par rapport à ce peuple qui a lutté. Et ce serait cet acte de reconnaissance. Et je crois que... Pas de chasse aux sorcières. Pas de chasse aux sorcières, nous l'avons dit. Et nous travaillerons avec toutes les tendances. Il suffit qu'on puisse trouver une compétence, et peu importe l'appartenance politique de cette personne. Mais la loi sera appliquée. Ça, nous l'avons dit, nous le réitérons. Et personne ne sera au-dessus de la loi. Tout à fait. Et alors, vous me permettrez, bon, peut-être pour le dernier mot, on verra. Oh non, mais je pense que c'est la ligne droite que vous avez déjà embrassée. Il n'y a aucun souci à mon avis. Alors, donc, oui, vous voulez encore ajouter Oui, non, je voudrais dire, donc, à la fin donc, de cette campagne, je crois que c'est notre dernière intervention. Je voudrais dire au nom du candidat infiniment merci à la population togolaise. Merci au peuple togolais. Merci à nos militants. Et nous voudrons leur dire que c'est ensemble que nous devons et que nous allons construire notre pays. Le Togo ne peut et ne doit être la propriété de personne. Le CAP 2015 ne viendra pas pour chasser quelqu'un de ce territoire. Ce que nous voulons, c'est que nous ayons un pays dans lequel chacun d'entre nous, peu importe son ethnie, peu importe sa religion, vivra en toute sécurité et en harmonie avec les autres. Dieu bénisse le Togo. Merci, professeur. Vous êtes donc l'un des porte-parole du candidat de CAP 2015, M. Jean-Pierre Fabre. Et donc, comme nous le disons à tous les candidats qui passent ici, eh bien, nous vous disons bonne chance, Joachim. Bonne chance, effectivement, et que le meilleur. Que le meilleur l'emporte. Le meilleur, c'est le candidat du CAP. En tout cas, de votre côté, vous devez toujours le dire ainsi. Peut-être, ceux de Willy avaient dit aussi le meilleur, c'est de leur côté. A dit ainsi de suite, c'est tout le monde tirera de son côté. Mais c'est samedi qui va déterminer ce qui sera l'issue des urnes. En tous les cas, bonne chance et bon courage. Merci beaucoup. Et on espère que samedi, eh bien, les gens vont voter pour vous puisqu'il s'agit de votre heure en ce moment précis. Voilà. Alors, Joachim, ce programme ne s'achève pas. Ça ne s'achève pas, juste on va marquer la pause et maintenant ce sera le tour de toute l'équipe rédactionnelle de Victoire FM qui a su accompagner comme cela se doit chacun des 5 candidats durant ces 2 semaines, puisque dans 3 heures exactement la campagne va s'achever. Alors qu'est-ce que nous avons pu découvrir sur le terrain, qu'est-ce que les candidats ont apporté aux uns aux autres. En tout cas, ce serait tout à l'heure, tant en français qu'en évé, et que les auditeurs restent encore branchés. En tout cas.